Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on parle ? Aujourd'hui, on va te donner des astuces et des clés pour libérer ton potentiel créatif. Donc d'ici la fin de cet épisode, tu auras fait du macramé, tu auras fait du dessin, de la pâte à modeler et tu auras monté ton nouveau meuble Ikea sans jamais même regarder le mode d'emploi. Exactement, ouais. Tout à fait. Alors peut-être juste comme ça pour dire, en fait, ce podcast a été inspiré par un livre de Paulina Marinova Pompliano. C'est un nom un peu compliqué qui s'appelle Le génie caché. Et en fait, dans ce livre-là, elle a en quelque sorte répertorié un petit peu quel était le secret des personnes les plus talentueuses au monde, leur secret pour pouvoir accéder justement à leur créativité et aussi la développer au maximum. Donc on va t'amener des éléments qui proviennent de ce livre-là, d'autres éléments qui vont venir de nous-mêmes et on va compléter tout ça avec les connaissances qu'on a à l'Institut et tout ce qui vient avec la systémique, etc., etc. Absolument. Merci pour cette précision-là, très importante, Samir, justement, de rendre à César ce qui est à César. C'est ça, et puis s'ils veulent lire le livre plus complètement, ils peuvent au moins y accéder. Complètement. Ouais. On s'inspire, mais on ne vole pas le travail des autres, Julien. Non, jamais. Ça sert à rien, de toute façon, de voler le travail des autres. Mais c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles perspectives, de voir comment les autres présentent aussi ce qu'ils étudient, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils aiment. Et puis, ça permet de connecter les informations entre elles. Donc, c'est toujours bon à prendre. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre justement la notion de créativité, de renforcer notre force mentale sur ce point-là, d'exploiter nos relations et de développer l'impact qu'on peut avoir à travers justement la créativité. Alors, pour commencer, Samir, le premier point, ça serait comprendre ce qu'est cette fameuse créativité. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? C'est quoi la créativité, en vrai ? Je te dirais que la créativité, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que sans créativité, on n'aurait pas évolué. C'est notre créativité, notre capacité à se projeter, à imaginer des choses, à inventer, à innover, qui a fait qu'en fait, on a pu arriver là. Et la créativité, en fait, ça consiste à créer des liens entre des idées diverses et variées, en fait. Notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Notre cerveau, il crée des liens entre différents éléments, différentes informations, et par la suite, il construit quelque chose. Si on prend l'exemple d'une des inventions les plus importantes aujourd'hui, la roue, par exemple, en fait, on peut imaginer que le premier être humain, tu vois, ils étaient tous en train de galérer pour porter les choses, etc. Il a peut-être vu quelque chose un jour rouler, c'est une pierre ou quelque chose. En fait, avant, les roues étaient carrées. C'est pour ça. Peut-être aussi, ouais. Ou triangle. Pourquoi pas triangle? Un triangle. Donc voilà, il a peut-être vu un jour une pierre rouler et il s'est dit, ah tiens, il y a une pierre qui roule. Et est-ce qu'on pourrait pas peut-être utiliser ce genre de même mécanique-là pour en faire une roue? Tout comme l'être humain s'est inspiré des oiseaux pour pouvoir voler, pour pouvoir créer des avions, et ainsi de suite. Donc tout ça, en fait, c'est le fruit de notre créativité. Ouais. Oui, et effectivement, ce que tu nommes aussi, c'est la capacité à relier les idées entre elles, la capacité à relier des informations qui sont pas forcément connectées ou connectables a priori. Et c'est là aussi où on peut comprendre que quand tu manques de créativité, en fait, c'est plus que ton système met beaucoup plus l'emphase à renforcer et consolider les liens qui existent déjà, plutôt que d'en créer des nouveaux. Et ceux qui manquent de créativité sont en fait des personnes qui vont avoir plutôt tendance à être hyper figées, fixées dans leur manière de penser, dans leur manière de percevoir, dans leur manière d'utiliser les idées, et ils vont utiliser toujours les mêmes circuits. Donc forcément, il n'y a pas de créativité parce que c'est toujours les mêmes circuits qui sont en jeu. Donc plus tu multiplies ces circuits-là, et plus tu as de créativité. Et heureusement, ça s'apprend et on peut le travailler. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça, justement, Julien, c'est des thèmes qu'on a abordés récemment. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit permet d'augmenter ta créativité. Parce que tant que tu restes bloqué dans les informations que tu as aujourd'hui, dans ton petit élément là, en fait, malheureusement, tu vas pas pouvoir aller chercher d'autres informations.
Donc c'est la raison pour laquelle en fait c'est important de s'ouvrir, c'est important de voyager, c'est important de lire, c'est important de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents de nous, d'autres classes sociales, d'autres milieux sociaux, pour pouvoir en fait créer plus de liens, avoir plus d'informations. Et c'est ça en fait qui va permettre d'élargir tout ça et de stimuler ta créativité. Mais de toute façon on va donner plein d'éléments. Ouais, tout à fait. Alors peut-être la première chose qu'on pourrait partager ici, c'est au niveau des stratégies qui peuvent t'aider à stimuler ta créativité. Un des premiers points importants, c'est de comprendre les règles avant de les transgresser. Ce qui est finalement présenté dans l'ouvrage de cet auteur Polina Marinova Pompliano. Cette idée de transgresser les règles pour pouvoir le faire, faut d'abord les comprendre. C'est que la créativité, elle n'est pas de nulle part, d'accord ? Et il y a des choses que tu dois d'abord saisir, que tu dois d'abord comprendre à propos d'un sujet, avant d'essayer même de faire preuve de créativité sur un élément. Parce que si par exemple tu te retrouves avec entre les mains un matériau avec lequel tu peux travailler, mais tu ne sais pas comment travailler ce matériau-là, ta créativité, elle pourra pas s'activer parce que ça va être difficile de t'imaginer, de te figurer ce que tu pourrais faire avec ce que tu as entre les mains, pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas ce qui est possible, tu ne sais pas ce qui doit être fait ou pas fait. Donc la créativité, c'est pas nécessairement être doué en art ou quoi que ce soit, c'est de dire je peux être créatif avec tout un tas de choses, mais pour que ma créativité elle puisse aboutir, faut que je comprenne comment fonctionnent les éléments au départ. C'est un petit peu comme si tu voulais être créatif en cuisine, si tu sais pas cuisiner, si tu sais pas respecter les notions de qu'est-ce que tel aliment peut faire, qu'est-ce que tel aliment comment est-ce qu'il doit être préparé, comment est-ce qu'il doit être cuit ou blanchi ou ce que tu veux, mais en fait ta créativité elle va être très 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 limitée parce que tu vas pas pouvoir revoir ce qui est déjà existant. Donc c'est important de bien garder ça en tête. Si tu as l'impression de te mettre devant une feuille blanche avec ton stylo et te dire j'aimerais bien faire de l'écriture créative, mais que tu connais pas les règles déjà de l'écriture, ça va être compliqué d'être justement créatif. Tu vas faire tout un tas de choses et ce tas de choses, ça va pas forcément justement t'aider à te rendre compte en fait que tu as de la créativité. Mais on en a tous la créativité. C'est juste qu'on l'utilise pas forcément volontairement ou consciemment et on n'a pas toujours une structure pour laisser place à cette créativité de prendre sa place. Donc voilà, ce petit point ici que je voulais amener, c'est comprendre les règles avant de les transgresser. Si tu comprends pas les règles, tu transgresses rien du tout, tu patauges dans la semoule et ça t'emmène nulle part. Ouais, exact. Et c'est ça, en fait, si je prends un exemple avec le taekwondo que j'ai pu pratiquer, Julien, en fait, tu vas pas commencer à apporter ton propre style tant que tu n'as pas compris les règles. D'abord, tu comprends les règles, tu suis les règles, tu les apprends, tu les pratiques, et une fois que tu t'es imprégné de ce qui est déjà existant, après ça, tu peux commencer à développer des nouvelles choses, à sortir du cadre. Mais avant ça, c'est pas le moment, en fait. Et on en a parlé récemment, ne serait-ce qu'avec l'évolution de la science. Quand on avait dit, par exemple, on avait parlé de la civilisation arabo-musulmane. En fait, parce que je dis bien arabo-musulmane parce que c'était pas forcément des Arabes, il y avait des Perses, il y avait des Asiatiques. Tu sais, tout à fait, le monde musulman allait de monde. l'Espagne jusqu'en Chine et encore aujourd'hui, même jusqu'en Malaisie, tu vois, l'Asie. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui ont contribué, notamment des personnes venant d'Europe qui n'étaient pas musulmanes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça s'est construit tout ça? En fait, ils ont été puisés dans le savoir existant qui existe depuis la Rome antique, depuis la Grèce, depuis même l'Égypte. Et en fait, c'est tout ce savoir-là, ils l'ont pris, ils ont regardé ce qui fonctionnait, ils ont fait un bilan, ils ont par la suite, une fois qu'ils ont compris, ils ont commencé à critiquer tout ça et ils ont développé au-dessus, voire changé des choses. Mais avant ça, c'était pas possible. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec la créativité. Ouais. Tu vois, par rapport à ce que tu étais en train de partager là, du coup, moi, il y avait un élément qui me revenait, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Des fois, il y a des personnes qui partent vraiment avec cette intention de révolutionner le marché, d'apporter quelque chose qui est créatif, qui est différent sur le marché. Et malheureusement, il y en a souvent qui se plantent dans ce process-là, parce qu'en fait, ils sont pas
finalement tant dans la créativité, mais plus ils sont en opposition ou ils sont en résistance par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et plutôt que de comprendre le marché et de le faire évoluer justement à travers la créativité en apportant quelque chose de différent, en fait, ils cherchent à faire différent pour faire différent et du coup, ça ne trouve pas d'écho sur le marché. Ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas intéressés, les gens n'achètent pas, les gens ne s'intéressent pas aux produits ou aux services. Et ça, en fait, c'est aussi un point qui nous rappelle que si tu comprends pas d'abord les règles du marché avant d'essayer de les transgresser, t'as toutes les chances que ça se plante et que ça fonctionne pas. Donc là-dessus, maintenant peut-être qu'on a fait le tour de ce point-là. Il y a des choses qu'on peut intégrer dans le quotidien justement pour stimuler notre créativité. Je sais pour ma part que ça va être beaucoup de prendre un temps de pause, d'aller marcher en nature, d'aller enfiler mes baskets, d'aller courir, d'aller faire du vélo. C'est vraiment des activités qui, moi, vont m'aider beaucoup. Et à côté de ça, c'est de lire, de regarder des films ou des séries ou des émissions. C'est vraiment de consommer pour connecter les informations et c'est de déconnecter aussi pour que les éléments puissent se rassembler et qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais quand j'ai besoin de travailler sur une idée, de réfléchir à un élément, souvent j'ai besoin de me lever et en fait de marcher. Ok. Donc je marchais dans la pièce où je suis, puis je vais marcher, je vais revenir, je vais noter un truc, je vais remarcher, je vais tourner, je vais descendre mes escaliers, je vais remonter. Et le fait de bouger, je sais que moi ça m'aide beaucoup. Par exemple, alors je sais pas pour toi Samir, s'il y a des éléments en particulier que tu aimerais peut-être mettre aussi en avant sur ton process de créativité. Moi, il y a de ça aussi, en fait, le fait de décrocher, parce que des fois, quand t'es là, t'as envie de faire quelque chose, tu patauges dans la semoule, t'as envie de forcer. Tu dis non, en fait, faut que je finisse ça tout de suite. Mais il faut un break, en fait. Il faut une période de break. Pour ça, c'est pareil, en fait. Soit je vais m'éloigner un peu de l'ordinateur, je vais respirer un coup, sortir marcher, etc. Sinon, il y a aussi autre chose que je fais, en fait, pour me connecter à ma créativité. C'est souvent soit d'allumer YouTube. Souvent, je vais sur YouTube et je me connecte à en fait, j'ai besoin de me connecter à mes émotions. Et pour me connecter à mes émotions, souvent, en fait, je vais mettre des vidéos, souvent de nature, de paysages, d'endroits que j'ai déjà visités. C'est souvent comme ça que je fais. Donc, parfois, c'est aussi des vidéos en drone, tu vois, avec un petit peu de musique, là, c'est douce en fond. Et en fait, je me reconnecte à des souvenirs, à des choses que j'ai vues, à des émotions. Et suite à ça, en fait, par la suite, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de me connecter, en fait, à ma créativité. Et c'est un des moyens que j'utilise. Ça prend parfois du temps, parfois ça me reconnecte un peu avec de la nostalgie, ça me reconnecte avec beaucoup d'émotions en fait. Et une fois que c'est bon, en fait, à ce moment-là, c'est plus simple pour moi d'écrire. Soit d'écrire ou soit de créer quelque chose. Mais ouais, ça me débloque. C'est un super partage effectivement que tu mets là. Et toi qui nous écoutes, c'est aussi savoir qu'il y a des choses qui vont mieux fonctionner pour toi que d'autres. C'est ça. C'est pas forcément copier ce que nous on peut faire de notre côté, mais c'est aussi découvrir par toi-même quelles sont les stratégies qui t'aident à stimuler ta créativité. Ça peut être de discuter avec d'autres personnes. Je sais que moi ça m'aide beaucoup par exemple aussi pour ma créativité, c'est de discuter, d'échanger, de verbaliser à voix haute les idées. D'ailleurs souvent je te dis Samir, en fait attends, je suis juste en train de penser à voix haute, puis je donne le truc et j'explore ce qui se passe. Et du coup, c'est très important aussi de comprendre qu'on a chacun notre propre process et qu'il faut respecter ce process-là parce que faut que ça soit quand même quelque chose qui soit fluide et naturel. Si jamais tu forces pour connecter à ta créativité, en général, c'est que t'es pas dedans finalement, parce que de la créativité, c'est du lâcher prise. Si tu lâches pas prise, t'es dans ton réseau de pensée qui est déjà établi, tu renforces ces connexions-là et tu passes pas vraiment à autre chose. Fait que c'est dans le lâcher prise aussi que tu vas réussir à développer cette créativité-là. Donc, la méditation, ça peut t'aider, faire de l'auto-hypnose, ça peut t'aider, faire en fait toutes sortes d'activités qui te permettent de lâcher prise. Ça va justement t'aider à développer cette créativité-là.
Exact. Peut-être il y a aussi un autre élément et justement ça vient compléter ce que tu dis parce qu'en fait chaque personne a sa manière de fonctionner. D'accord, chaque personne a sa méthode. Pour certains, il y a peut-être des gens qui vont aimer ma méthode, hein, tu sais, par exemple, ou toi ce que tu fais, qui vont se retrouver dans ce qu'on partage là. Mais peut-être que pour d'autres, ça va être différent. Et en fait, un des éléments importants en fait pour pouvoir la stimuler ta créativité, ça va être d'accepter l'échec, et d'en faire un apprentissage. Parce que tu vas essayer de poser des actions, peut-être que tu vas te planter, peut-être que tu vas vouloir faire autre chose. Donc en fait c'est ça, accepte l'échec et pose des nouvelles actions par la suite et c'est comme ça que tu vas venir trouver ce qui te correspond le mieux. Et peut-être juste comme ça pour donner un exemple, on peut prendre Ed Catmull qui est le cofondateur de Pixar. Alors on connaît, il y a beaucoup de gens qui ignorent que Steve Jobs a été pendant un long moment en fait le directeur de Pixar. Mais l'un des cofondateurs au départ, parce qu'Apple est arrivé après, Steve Jobs est arrivé après, c'est Ed Catmull. Et en fait, comment il a fait, c'est que il a appris au fur et à mesure du temps de ses échecs. Il le dit lui-même, comme quoi il attribue sa réussite à sa capacité à échouer. D'accord ? Donc, au plus il a échoué, au plus il a appris, au plus il a posé des nouvelles actions. Et c'est ça qui a fait sur le long terme, en fait, le succès de Pixar. Et on peut prendre même l'exemple de Steve Jobs qui est arrivé derrière, parce que Steve Jobs, quand il s'est fait virer d'Apple, en fait, il a racheté une grosse partie de Pixar, qui est devenu du coup le directeur. En fait, c'était pas son domaine d'expertise au départ, ce que faisait Pixar. Mais en fait, il était très créatif et il a eu cette idée-là de, en fait, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire de Pixar un studio qui va produire en fait des œuvres d'art au travers de l'imagerie 3D en fait. Donc il a vu ce qui fonctionnait pas, il a testé des choses, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné, et au fur et à mesure du temps, ça a donné le Pixar qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça s'est fait en fait, ça s'est fait par des échecs. On peut prendre d'autres exercices, d'autres entreprises. Par exemple, on a pris l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs avec Apple, quand il est revenu à Apple, Apple était en souffrance, hein, elle était en train de se casser la gueule. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a innové. Apple était connu pour une entreprise d'informatique. L'une des innovations qui a permis de relancer Apple, ça a été l'iPod. Donc il s'est dit, tiens, pourquoi on se lancerait pas dans l'industrie de la musique ? On va essayer de révolutionner cette industrie-là. Il est arrivé avec l'iPod. L'iPod a fait connaître Apple, mais à un niveau de malade. Et c'est ce qui a fait derrière qu'en fait, les nouvelles choses qu'il a innové, qu'il a ramené, comme l'iPhone, comme les AirPods aussi plus tard qui sont arrivés, mais ça c'était pas de lui. L'Apple Watch, etc. C'était pas des choses qui étaient prévues dans le domaine de base, en fait. Au départ, Apple, c'était que l'informatique. Et en fait, toutes ces choses qui sont venues s'implémenter au fur et à mesure du temps, se sont fait, en fait, avec des échecs. Il y a eu des choses qui ont pu marcher. Ils ont appris et ils ont innové. Ils ont apporté des nouvelles choses et ils ont investi des nouveaux marchés. Ouais. Ouais, puis c'est ce qui a fait aussi, c'est ça, faire se démarquer cette compagnie Apple, où d'ailleurs, très régulièrement, puis même encore aujourd'hui, mais Steve Jobs à l'époque se faisait souvent pointer du doigt ou critiquer sur ce qui mettait pas encore en place dans son entreprise, que les autres ils avaient déjà développé, qu'ils étaient sur Adobe, les premiers sur le marché, etc. Et en fait, c'est pas avec Adobe. Il y avait ça, Flash, il y avait aussi Flash, je crois. il y avait le Flash, il y avait tout un tas de choses en fait qui s'étaient passées comme ça, et à chaque fois sa réponse c'était ok, c'est super intéressant, non, nous on se met pas là-dessus parce que on est sur un autre projet, et là où tous les autres sont en train de se faire la course après pour savoir qui va sortir le meilleur produit du machin du truc, à chaque fois Apple a son service, a son produit de son côté. Ils peuvent très bien faire des erreurs et produire des choses qui fonctionnent pas, ce qui peut arriver. Mais en attendant, c'est ça, ils misent sur la créativité. Ils misent sur, on va connecter des choses qui jusque-là étaient pas connectées, puis on va voir justement où est-ce que ça va nous emmener et voir ce qu'on peut mettre en place justement par rapport à ça. Ouais. Exact. Donc, point clé peut-être à nommer ici, avant de continuer d'avancer sur ce podcast, c'est d'abord, la première chose, c'est la créativité est un muscle à entraîner. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. C'est que si aujourd'hui t'as pas de créativité, c'est pas que t'es pas capable d'être créatif, c'est juste que t'as pas utilisé ce muscle-là et il faut t'entraîner.
Et pour pouvoir l'entraîner, faut respecter la règle du jeu qui est l'échec est un passage obligatoire pour l'innovation. Après, tu vas être capable de créer des œuvres d'art, mais avec 3 fois rien, là, parce que des fois, il y a des œuvres d'art. Genre, il y a pas longtemps, il y a un mec, justement, qui a qui a exposé une œuvre. En fait, c'était une œuvre invisible. Donc, en fait, il y avait rien. Pourquoi Mais pas. il y a une signification derrière. Tu sais, nous, comme ça, quand on regarde, on dit, mais en fait, c'est n'importe qui peut être artiste ou peut être peintre ou autre, en fait. Mais en fait, c'est juste que lui, il y avait il y avait quelque chose qu'il souhaitait enseigner au travers de cet art. Ouais. C'est ça, c'est que derrière, il y a ce côté finalement où toi tu peux ne pas comprendre, ne pas intégrer ce qu'un artiste peut mettre en place, mais si tu te dis que tu pourrais faire exactement la même chose et que ça produirait le même résultat, non, parce que là où quelqu'un va effectivement, alors après l'art c'est objectif, subjectif, je pense que c'est toutes les nuances en même temps, mais c'est sûr que si tu vois un tableau blanc accroché sur un mur blanc, tu peux te dire c'est quoi le principe? C'est qu'est-ce qu'il a fait de plus, le gars? Mais derrière, il y a une créativité derrière qui est mise en avant. Il y a tout un tas de choses. T'adhères ou t'adhères pas. C'est pas le problème. Mais s'ils en arrivent à ce stade-là, c'est parce qu'ils ont compris les codes aussi quelque part de l'art. Ils ont compris les codes de ce qu'il faut faire ou de ce qui fonctionne pas. Et ils peuvent se permettre, entre guillemets, justement, de produire quelque chose de différent. Et des fois, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que tu te retrouves avec des personnes qui sont capables de produire des choses dans l'art ou en dehors auxquelles t'aurais pas nécessairement pensé parce que tu te dis que en fait non, je vois pas comment on aurait pu arriver à ce résultat-là avec le peu de choses qui sont utilisées ou des éléments qui n'ont strictement rien à voir. Tu sais, je vais prendre un exemple concret là. Il y a une compagnie qui permet à certains pays, entre autres certains pays d'Afrique, de pouvoir remplacer la lumière par le kérosène, parce qu'il y a énormément de problèmes de santé publique, justement, dans certains pays d'Afrique, où ils fonctionnent encore au kérosène pour allumer les lampes et pour éclairer. Ouais. Et en fait, il y a une compagnie qui s'est dit, finalement, si je prends une bouteille d'eau, que je la remplis d'eau, que je la colle au plafond, et que je laisse, du coup, la lumière du jour traverser la bouteille par réfraction, ça se remet dans toute la pièce et ça éclaire, je peux avoir un environnement qui est fermé, sans pour autant avoir besoin de me polluer les poumons en allumant une lampe, justement, qui fonctionnerait au kérosène. Et ça, c'est de la créativité. C'est de se dire, il y a une problématique, il y a une situation, qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser ça, justement, pour produire quelque chose? J'ai revu d'ailleurs passer, pas très longtemps, un truc qui était super intéressant, c'était l'utilisation, en fait, d'un mélange de plusieurs matériaux en local pour créer des briques de construction qui valent finalement, je crois que c'est 6 ou 7 fois moins cher que des briques de béton, et qui permettent d'avoir des habitations tout aussi solides, tout aussi performantes, peut-être même plus performantes d'un point de vue, alors déjà écologique parce que c'est plus local, c'est des matériaux naturels, et c'est aussi plus respectueux de l'environnement parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'éléments chimiques dedans, fait que ça donnait vraiment des super résultats. La créativité, c'est pas forcément se dire je vais créer une nouvelle technologie, parce que, et après j'arrête là, mais parce que le terme technologie, faut aussi garder en tête qu'il y en a beaucoup qui le considèrent comme si on parle de technologie, on parle à ce moment-là d'ordinateur, de puces, de mémoire, de processeurs, de machin, de trucs. Le terme technologie, il veut pas dire modernité au sens de l'électronique. Le terme technologique, il signifie que on peut produire un résultat grâce à l'utilisation d'un élément extérieur qui va aider l'individu à produire un résultat recherché. Et du coup, on a de la high-tech, qu'on peut considérer le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette, la télévision, la PlayStation, tout ce que tu veux. Et on a aussi la low-tech. Donc, ce qu'on appelle la low-tech, c'est justement ce qui n'utilise pas tout ce matériel-là, mais qui reste de la technologie. Et en fait, on peut développer des technologies qui sont super intéressantes, super innovantes, super créatives, sans forcément penser justement à tout ce côté électronique avancé, même si ça a plein de
d'intérêt, d'avantage, d'utilité, de tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on est parti pour je sais pas combien de temps, parce que je peux sauter d'un exemple ou d'une idée à l'autre. On va faire une partie 2, Julien. On fera une partie 2. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là de tu peux développer ta créativité, faut juste que tu te mettes dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire et garder en tête que l'échec, parce que c'est quand même parti de là à la base, l'échec c'est un truc par lequel tu dois passer obligatoirement. Et que sans ça, tu ne peux pas innover, tu ne peux pas être créatif si tu te plantes pas, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on pousse nos étudiants, nos étudiantes à passer le plus vite possible à l'action dans les cours qu'on leur donne, parce que plus ils se plantent vite, plus ça leur permet de développer leur créativité avec tous les outils qu'on leur transmet, et du coup d'être capable de réagir, d'intégrer, de mettre tout un tas de choses en place, et d'avoir des super résultats dans leurs accompagnements. Voilà, je me tais, j'ai dit, à toi ça. Non, t'inquiète pas, tu peux parler, Julien. Tu es dans un espace de sécurité, Julien. C'est gentil, tu peux parler. Sinon, du coup, pour ce premier point, effectivement, on a fait le tour, je pense. On va passer sur le deuxième point. Pour pouvoir justement stimuler et développer notre créativité ou libérer plutôt notre potentiel créatif, en fait, il peut être intéressant, voire même important, de renforcer notre force mentale pour exploiter justement notre potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, il va être important de développer notre persévérance face à l'incertitude, parce que la créativité amène de l'incertitude. D'accord ? Toi qui nous écoutes, je suis sûr et certain qu'à certains moments, tu as dû exploiter cette créativité-là, peu importe que ce soit au travail, que ce soit chez toi, que ce soit pour des projets personnels ou autres, en fait, où tu te dis, punaise, je suis à court d'idées, je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il y a cette incertitude-là. Et cette incertitude-là, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir d'un manque d'informations, ça peut venir d'un manque d'idées, justement, de liens que ton cerveau pourrait faire justement pour se connecter à sa créativité. Mais ça peut aussi venir aussi de doutes intérieurs, de crainte, de peur, de manque de confiance en soi. Donc, en fait, le chemin de la créativité va t'amener à devoir affronter, ou plutôt te préparer à affronter des situations qui vont être complexes. Tu vas être à certains moments au pied du mur, et si t'as pas de persévérance, malheureusement à ce moment-là, tu vas rebrousser le chemin. Et pour ça, une des idées, ça va être de s'exposer progressivement et volontairement à des défis. Si tu ne t'exposes pas à des défis, si tu ne développes pas ta persévérance, ton antifragilité également, on l'intègre ici, l'antifragilité, parce que c'est le niveau du dessus, malheureusement, en fait, tu vas pas pouvoir développer ta créativité, tu vas pas pouvoir avancer. Un exemple, t'as pas l'habitude de faire certaines choses, tu vas le faire. Tu vas y aller. Tu vas te lancer un défi. Encore une fois, on te demande pas d'aller escalader l'Everest, mais en fait, sors de ta zone de confort, ne serait-ce que de 10%, de 20%. Et en fait, à force de sortir, tu vas te confronter à des choses que tu ne connais pas aussi, qui sont nouvelles pour toi. Et tout ça, ça va venir enrichir ta créativité et en plus, forger ta persévérance et ta force mentale. Ouais, tout à fait. C'est des points effectivement que tu amènes ici qui sont super importants. Ça veut dire justement de se dire qu'on va faire face justement à des situations qui vont pas être évidentes, qu'il faut les dépasser, qu'il faut se surpasser, parce que tu peux dire développer la créativité c'est pas si compliqué, mais si, parce qu'en fait à un moment donné tu peux très bien te retrouver complètement figé devant le truc en disant je vois pas ce que je peux créer, je vois pas ce que je peux faire, y a rien qui vient, c'est l'enfer. Faut justement pas t'arrêter à ça et continuer. Alors justement là-dessus, peut-être qu'on peut mettre du coup l'accent sur les techniques d'endurance mentale. Et un des points importants pour te faire tenir sur la durée, justement, et que tu lâches pas, et que tu puisses aller plus loin, que tu puisses développer cette capacité, en fait, t'as ce qu'on appelle la règle des 40%. En fait, quand tu penses avoir atteint ta limite, en fait, il te reste encore 60% de capacité, d'énergie, de potentiel disponible. Fait que c'est quand tu sens que t'es arrivé au bout de ce que tu pourrais, qu'en fait, il faut aller plus loin. Et là, le point, si tu veux, de la liaison qu'on peut faire directement, la connexion qu'on peut faire, c'est quand tu vas à la salle de sport, si jamais tu t'arrêtes
dans ton effort physique au moment où tu sens que t'es au bout, bah en fait, tu vas jamais progresser. Tu vas jamais aller de l'avant parce que tu donneras jamais la possibilité à ton corps de se dépasser. Pas en train de te dire de t'épuiser, de te blesser. Mais ce qu'on sait, c'est que tant que tu ne blesseras pas ton muscle en le poussant au-delà un petit peu de sa limite, parce qu'il peut aller vachement plus loin, ben en fait, tu vas pas lui permettre de briser la chaîne musculaire et de reconstruire les fibres pour justement gagner en volume, gagner en puissance, gagner en force. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est que ton mental, si tu penses que tu es arrivé au bout, ben en fait non, tu as encore 60% de dispo derrière. Ça veut pas dire qu'il faut cramer les 60% de dispo, mais c'est de garder en tête que tu es à un poil de juste basculer au 41e pourcent et de te rendre compte que, ah, ça y est, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Là, je viens de connecter. Là, je viens de comprendre. Là, je viens d'avoir un résultat qui va faire toute la différence. Et ça, c'est valable pour ta créativité. Mais en fait, c'est valable sur absolument tous les sujets. Donc ça, c'était le premier point que j'avais envie de partager justement là-dessus, Samir. Alors, je sais pas si tu avais d'autres choses, certainement d'ailleurs, d'autres choses. Ouais, bah, la deuxième, tu vois, ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu avant, le fait de s'exposer volontairement à des défis. Bah, en fait, pour ça, il va falloir que tu apprennes à apprivoiser la douleur et à apprendre d'elle. En fait, on a souvent tendance à croire que la douleur est notre ennemi. Dès qu'il y a de la douleur, de l'inconfort, c'est pas bienvenu, c'est jamais bienvenu en fait cette douleur-là. Et pourtant, on a beaucoup plus à apprendre de ces moments de douleur, de ces moments de difficulté, que des moments où tout va bien. Quand tout va bien, on sort pas de notre zone de confort. On n'apprend pas grand-chose. On continue à faire ce qui fonctionne. Ou même parfois ce qui ne fonctionne pas. Par contre, dès qu'on se confronte à la douleur, là, ça nous amène à une espèce de remise en question. En fait, on est face à nous-mêmes. On est un peu comme si on est face à un miroir et on se regarde, on se dit, punaise, regarde, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Parce que si tout allait bien, il y aurait pas de douleur. Donc, en fait, à partir de maintenant, ce qui pourrait être intéressant pour toi, ça va être plutôt que de te plaindre, plutôt que de te connecter ou de tourner autour de ce qui ne va pas, de dire, OK, je suis en train de vivre une difficulté, je suis en train de vivre une douleur. Qu'est-ce qu'elle peut m'enseigner? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette difficulté-là? Et au lieu d'écouter aussi, parce que derrière, tu vas avoir aussi des discours internes qui vont arriver comme, bah, puisque c'est inconfortable, c'est que tu dois pas y aller, c'est que tu n'es pas capable, c'est que ceci, cela. Bah, plutôt que d'écouter aussi ce discours négatif intérieur, le truc intéressant, ça pourrait être de le recycler. Comment tu pourrais faire pour recycler ce discours-là? Pour en faire quelque chose qui pourrait être un catalyseur, qui pourrait t'aider à avancer. Donc du coup, en fait, ce qui va être important ici pour apprivoiser la douleur, c'est que 1, de comprendre qu'elle n'est pas ton ennemi, 2, de prendre le temps. Tu sais, tu prends un carnet, tu prends note de ce que tu ressens, de ton inconfort et de qu'est-ce qu'elle pourrait t'apprendre. Quelle perspective elle pourrait élargir cette douleur. Et derrière, bah, de modifier ton discours intérieur. OK, maintenant que je sais ce qu'elle peut m'apprendre, je vais modifier mon discours intérieur et je vais chercher un discours qui pourrait être aidant pour pouvoir avancer. Bah, ça fait beaucoup de sens, effectivement, ce que tu nommes là. Et c'est des points, bah, encore une fois, qui peuvent être transposables sur plein d'autres sujets. Mais c'est important de justement garder ça en tête. Et on avait fait un podcast d'ailleurs là-dessus, Samir, sur justement cette réticence qu'on a à l'inconfort et à la douleur, alors qu'en fait, bon, ça veut pas dire qu'il faut aller la chercher volontairement, mais de comprendre que ça fait partie en fait du process, ça fait partie du chemin, et que de vouloir éviter à tout prix les situations inconfortables va faire que ta vie va devenir inconfortable de toute façon, parce que t'auras pas progressé, t'auras pas avancé, tu seras pas allé de l'avant. Le monde va continuer de tourner, mais toi tu vas rester sur le trottoir et ça va être compliqué. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent en fait que dans la vie il y a que deux vitesses, soit t'avances, soit tu recules, parce que quand tu stagnes, tu recules parce que le monde continue d'avancer. Les autres, ils avancent. Et toi, tu restes au même point. Donc, il y a un écart qui se creuse avec les autres. Oui, effectivement, avec tout ça, bah, toi qui nous écoutes, de retenir deux choses principalement par rapport à ce qu'on vient de te partager. La première, c'est que plus tu vas développer ta résilience, qui est essentielle, mieux ce sera. Et tu vois, tu peux prendre du plaisir à développer cette résilience-là dans l'optique de développer ta créativité. Parce qu'en plus, on va pas se le cacher là,
Si tu as de la résilience et que tu as de la créativité en plus, mais dans ce cas-là, tu vas devenir non plus résilient. C'est quoi le stade supérieur après la résilience, Samir? C'est l'anti-fragilité. C'est le fragilité. Super Saiyan. Exactement. C'est le Super Saiyan. C'est tout à fait ça. Donc, l'idée, c'est de développer ton Super Saiyan aussi. Et à partir de là, si tu as résilience et créativité, clairement, tu vas aller beaucoup plus loin. Et puis, on peut pas passer à côté de ce petit rappel. C'est quand même un élément central sur lequel on enseigne beaucoup à l'Institut, parce que pour rappel, l'Institut Merlin, c'est le centre de formation qui t'accompagne sur tes projets de reconversion professionnelle. Fait que si tu es dans un métier de management, de RH, chef d'entreprise, que tu as travaillé à ton compte, que tu es dans le milieu de la santé, peu importe d'où tu peux venir, mais que tu sens que tu arrives à un stade de ta carrière où tu as envie de changement et tu as envie de reconnecter à un métier qui est plus riche de sens, qui va te donner de la liberté, qui va te donner des revenus qui peuvent être plus que confortables et que tu peux justement vivre pleinement d'une activité telle que le coaching, sache que l'Institut Merlin, on est là pour non seulement te former, mais surtout t'accompagner, que ce soit dans l'acquisition des connaissances, dans la maîtrise des stratégies et surtout dans ton installation professionnelle pour pouvoir transformer tes compétences en services concrets que les gens vont chercher à avoir, à recevoir et qui vont être ravis de te payer pour que tu puisses les accompagner. Donc, pourquoi est-ce que j'en viens là ? Parce que un deuxième point important à retenir sur ce qu'on vient de dire ici, c'est que ton dialogue interne, c'est-à-dire comment tu te parles à toi-même, c'est qu'est-ce que tu te dis dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que tu te dis dans le fond de l'œil quand tu te regardes dans le miroir, ce discours-là, ce dialogue interne, ça va influencer directement ta performance. Donc, si tu changes ta manière de te parler, ta manière de percevoir les choses, tu vas pouvoir amener des transformations profondes. Donc ça, c'était les petits points sur lesquels je voulais revenir. Maintenant, si on regarde toujours un petit peu plus loin ce qu'on peut faire pour stimuler notre créativité, il y a les relations, en fait, qu'il faut consolider, qu'il faut entretenir, parce que c'est pas la première fois qu'on le dit, puis je pense que ce sera pas la dernière fois non plus. L'individu, l'être humain est un animal social. Il a besoin de connexion, il a besoin d'être avec d'autres personnes, il a besoin de connecter, de discuter, d'échanger. Et du coup, pour que ta créativité soit au plus haut, mais tu peux pas rester enfermé chez toi toute la journée. Tu peux pas rester enfermé dans ta grotte en espérant que la créativité débarque dans ta vie. Il faut que tu aies des relations humaines qui soient développées, mais des relations qui sont saines, des relations qui vont jouer un rôle dans le développement de ta créativité par le soutien que tu vas recevoir de la part des personnes qui t'entourent, de l'inspiration que tu vas trouver dans les partages, dans les histoires, dans les commentaires, dans les remarques, dans tout ce que tu vas pouvoir partager avec l'autre, et aussi de créer des relations qui sont confortables, bien évidemment, parce qu'on veut pas que ça devienne inconfortable, nos relations. Mais il faut aussi que ces relations puissent te challenger, pour que tu puisses connecter avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue que toi, qui n'ont pas les mêmes perspectives, qui n'ont pas la même façon de penser, la même façon de réfléchir. Sinon, c'est comme si tu étais tout seul. Ça revient au même. Si tu t'entoures de personnes qui sont d'accord avec tout, avec toi, qui voient tout de la même façon, qui pensent tout de la même façon, tu peux pas progresser. C'est impossible. Entoure-toi de personnes, bâtis des relations qui sont saines, trouve un environnement social qui va te soutenir, qui va t'inspirer et qui va t'offrir des nouvelles perspectives. Et plus en fait tu vas aller dans ce sens-là, plus tu verras que ta créativité, elle va aller en augmentant, ça va se développer de plus en plus, et du coup, c'est tout bénef là, c'est que du bon qui va se produire avec ça. Ouais, exact. Ouais, c'est sûr que les personnes qui nous entourent font beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le contact avec les autres, même parfois avec des personnes qui peuvent être un peu différents. Tu sais, parce que, je vais donner un exemple. Et je parle pas de politique, Julien, mais souvent il y a un truc que j'ai beaucoup entendu en France, c'est de pointer du doigt le communautarisme en fait. Mais le truc, c'est que les gens qui pointent du doigt le communautarisme sont des gens qui sont communautaires. C'est des gens qui se mélangent pas aux autres. Ils se mélangent pas aux pauvres. C'est souvent des riches qui restent entre eux. C'est souvent des politiques qui restent entre eux. C'est souvent des acteurs qui restent entre eux. Je vais donner l'exemple des youtubeurs, Julien. Souvent, les youtubeurs, en fait, ils se mettent en couple entre youtubeurs. C'est quelque chose, c'est un constat qui s'était fait sur le long terme. En fait, ils restent entre eux.
Et à force de rester comme ça entre nous, bah en fait on est déconnecté de la réalité et en plus on se ferme uniquement à ce qu'on pense dans ce milieu-là. Tu vois, si dans les milieux riches ils aiment pas les pauvres parce qu'ils considèrent que c'est tous des fainéants et c'est tous des bras cassés, bah malheureusement si tu squattes, c'est une belle généralité que tu nous fais là. Oui, voilà, je sais, mais c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la même chose dans l'autre sens. Je vais y venir, tu vois. Oui, tous les riches sont des voleurs, effectivement. C'est ça. Tous les riches sont des voleurs aussi. Mais je donne cet exemple. Si tu es entre des personnes, en fait, si tu es dans un groupe communautaire, en fait, où tu n'as pas l'habitude de te confronter aux autres, bah, tu vas avoir des a priori sur eux. Tu vas dire, ben ouais, c'est des bras cassés, ils travaillent pas suffisamment, peut-être, hein. C'est un exemple que je donne. Et inversement, si tu te considères comme pauvre ou modeste et que t'as pas l'habitude de côtoyer des riches, bah forcément tu vas partir avec en fait les riches sont tous pareils. Parfois tu vas peut-être voir un riche passer qui va venir, qui va discuter avec toi, qui va avoir la tête sur les épaules, tu vas dire waouh, celui-là il est différent des autres. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? T'as rencontré que celui-là, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'élargir son cercle, d'accord, avec des personnes qui sont parfois différentes, qui ont des affinités qui sont différentes, d'accord, et des personnes qui sont inspirantes aussi. De pas s'entourer de personnes qui te tire vers le bas également. Complètement. Bah, c'est ça, c'est vraiment de voir qu'il faut connecter, il faut échanger, il faut pas rester juste dans notre milieu. Puis ça, c'est pas la première fois de toute façon qu'on le dit non plus. Ouais. Et plus tu vas développer justement une confiance aussi dans ton relationnel, plus ça va t'aider. Parce que si jamais tu développes pas cette confiance en l'autre, et quand je dis en l'autre, bah, c'est les personnes qui t'entourent, bah, tu peux pas vraiment te connecter, tu peux pas vraiment te développer, tu peux pas vraiment prendre ta place. Parce que si tu vis constamment dans un monde de défiance et de méfiance, c'est ça. Mais tu peux pas progresser, tu peux pas avancer, tu peux pas t'appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir aller de l'avant. Tu peux pas tu peux pas mettre à profit les compétences, les capacités, les talents des autres qui t'entourent parce que en fait t'essaies de tout faire tout seul et ça ne marche pas. Personne qui réussit tout seul. Ouais, c'est ça. Ça va être important quoi qu'il a. De toute façon, quand t'as des personnes qui te disent qu'ils se sont fait tout seuls sans personne, c'est juste des gros mythos. C'est des Pinocchio bis. Mais c'est impossible. Tu t'es fait avec les personnes qui travaillent pour toi, tu t'es fait avec les personnes qui ont travaillé avec toi, tu t'es fait avec les personnes que tu as rencontrées, qui t'ont peut-être permis de développer tes idées, avec les personnes qui ont peut-être jugé parfois tes idées en disant non, en fait, c'est pas pertinent, c'est pas clair ce que tu me dis. Donc, tu peux pas te faire tout seul. Tu vois, je peux prendre l'exemple, je sais que récemment, il y a eu... Est-ce que j'en parle? Je ne sais pas. Si je prends l'exemple d'Elon Musk, tu réfléchis vois. Bien, souvent, réfléchis bien. Oui, bah, lui, il me sort un peu pour les trous de nez en ce moment, mais c'est pas grave. Mais tu vois, souvent, il a critiqué son père parce que lui, il vient d'un milieu très aisé, tu vois. Son père était déjà très fortuné à l'époque. Et en fait, il a souvent dit, non, en fait, moi, il y a personne qui m'a aidé, je me suis fait moi-même. C'est aussi le mythe. Souvent, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui effacent une partie de l'histoire, tu sais, pour se dire comme je suis un self-made man ou un self-made woman, tu vois, une self-made woman. En fait, sauf que derrière, en fait, son père l'a beaucoup aidé. Tu sais, sans son père, il aurait certainement pas créé la compagnie X. Il aurait certainement pas pu avoir les fonds, peut-être, mais ça aurait pris peut-être plus de temps, tu vois. Donc juste pour dire que souvent, il y a des personnes qui peut-être par orgueil, qui peut-être par oubli, parce qu'ils ont envie de se raconter une histoire, te disent en fait moi j'ai eu besoin de personne, mais non en fait. Toutes les personnes que tu as croisées sur le chemin, même ceux qui t'ont challengé, même ceux qui t'ont fait chier, ont contribué à te construire. J'ai parlé récemment du harcèlement que j'avais subi dans mon ancienne entreprise. J'en veux vraiment pas à cette personne-là parce que je sais qu'elle vivait aussi des moments difficiles, etc. Et il y a eu plein de choses, il y a eu des dires, il y a eu plein de choses. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui étaient en lien. J'avais mes torts, il avait ses torts, d'autres personnes avaient leurs torts. Mais en fait, pendant un moment, je lui en ai voulu. Mais en fait, sans lui, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais pris le chemin de l'entrepreneuriat? Je sais pas. Tu vois, c'est aussi parce que j'en ai eu marre de ce que j'ai vécu que, tu sais, à ce moment-là de mon existence, j'aurais pu très bien me mettre en PLS, subir et me mettre en petites choses. En fait, ce moment-là était un catalyseur pour moi. Je me suis dit non, je me laisserai pas aller.
je ne me laisserai pas mourir, je ne me laisserai pas, comment dire? Abattre. Voilà, c'est ça. Je ne me laisserai pas abattre, exactement. Mhm. Et en fait, ça m'a permis, par la suite de me bouger, en fait. Je me dis, écoute, je vais me secouer, en fait. Je vais aller chercher des infos, je vais lire, je vais faire des formations, je vais aller chercher, rencontrer d'autres personnes, je vais faire des nouvelles activités. Et en fait, toutes ces choses qui sont venues se construire autour de ce que j'étais en train de vivre pour recréer de l'équilibre m'ont permis de me rendre compte de plein de choses que je connaissais pas sur moi. Je me suis découvert. Tu sais, on parle de la fenêtre de Johari. Je me dis, oh punaise, regarde, dans le milieu associatif, le mec, il me met directement en vice-président. Tu sais, il veut que je sois son vice-président. Pourquoi, en fait? Alors que moi, au départ, je me disais, mais non, en fait, moi, j'ai pas ces capacités-là, j'ai pas ces qualités-là. Et en fait, le fait d'être projeté comme ça, dans une position de leader, en quelque sorte, alors que j'ai rien demandé, en fait, j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être aussi des choses chez moi qui peuvent être exploitées. Il y a peut-être des choses que je peux construire, que je peux aller chercher, des ressources pour pouvoir avancer. Et tout ça, ça m'a permis de grandir. Mais sans lui, ça aurait peut-être pris plus de temps, d'accord? Et ça se serait fait peut-être différemment. Donc, j'ai vécu une difficulté et ça m'a permis de me construire. C'est ça. Ouais. C'est un super exemple que tu redonnes là, et je pense que chacune qui écoute cet épisode-là aujourd'hui, peut reconnecter aussi à sa mesure, à sa manière, avec sa propre histoire. Parce que toi qui nous écoutes, t'as forcément eu des moments qui ont été plus délicats, des choses qui ont été plus challengeantes, et que finalement, tu regardes avec le recul et tu te rends compte que, sans ces tracas et sans ces choses qui se sont présentées sur ton chemin, peut-être que t'en serais jamais arrivé à faire les choix que t'as fait aujourd'hui, et t'aurais pas testé des choses, tu serais passé à côté de certaines opportunités. On sait pas, et peut-être que t'es en plein dedans et que t'es peut-être en train de traverser un moment qui est difficile. C'est aussi garder en tête que voilà, ça va bouger, ça va changer, il va se passer des choses, il y a des choses qui vont se modifier, ça prendra le temps que ça prendra, et il y a des choses qui vont se faire. Et si tu gardes ce cap-là, un petit peu comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ok, on affronte des situations qui sont complexes, et puis on fait preuve de résilience, et on continue d'avancer, et on continue d'aller de l'avant. Et ça, encore une fois, avoir des relations qui sont saines, qui sont positives, qui sont authentiques, qui te soutiennent, ça va t'aider justement à aller de l'avant. C'est super important. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je pense à une de nos anciennes followers sur TikTok. Alors je sais pas si elle écoute encore nos podcasts, c'est possible, qu'une fois nous avait envoyé un message après notre podcast sur le trouble de la personnalité narcissique, parce qu'elle a vécu avec quelqu'un qui avait un trouble de la personnalité narcissique qui lui avait détruit la vie. Et en fait, elle avait écouté notre podcast, elle avait réfléchi, elle avait mûri et tout ça. Et à un moment, elle m'a dit, en fait, pour une fois de ma vie, je commence à revivre. En fait, je me rends compte qu'il y avait plein de choses aussi que je traînais avant de le connaître, qui étaient déjà présents, des failles, des difficultés, des choses que j'avais entretenues, qui m'ont amené à cette situation. Et aujourd'hui, en fait, suite à cette difficulté, je commence à revivre, je commence à voir le monde différemment de comme je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et donc, si elle nous écoute, j'espère qu'elle se reconnaîtra, parce qu'elle avait échangé quelques messages avec moi à ce moment-là. Mais après, on a quitté TikTok. Mais c'est pour te dire à quel point tout ce que tu as vécu et qui a été difficile peut être recyclé et peut être un enseignant plus que ton ennemi. Ça a été difficile. Ça t'a fait passer par des moments que potentiellement tu n'aurais pas dû vivre, qui ont été injustes. Ça, on le reconnaît, d'accord? On ne dit pas que non, t'inquiète pas. Non, t'as vécu quelque chose qui était peut-être pas normal, qui était injuste, etc. C'est un fait, mais derrière, tu l'as vécu. Donc aujourd'hui, tourner en rond en disant c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, en fait, ça refera pas le passé. Ça n'effacera pas le passé. Ça s'est passé, ça a existé. En fait, ça fait partie même de ta vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment tu peux faire pour que cet élément de ta vie qui a été difficile puisse être un catalyseur pour toi, puisse être une catapulte, quelque chose qui va te pousser à avancer dans la direction que toi tu veux. C'est ça le plus important. Et là, tu deviens responsable et tu vas justement évoluer. Ouais, complètement. Ouais. Bon, je m'écarte un peu, mais c'est toujours en lien avec la créativité malgré tout, hein, Julien. Mais on reste créatif. On reste créatif, c'est ça. On fait des liens, avec plein de choses justement sur le long du podcast.
Exactement, tu as notre expérience de la créativité en direct, justement, dans tous nos épisodes de podcast, parce que tu le sais très bien, s'en tenir à un sujet central, c'est toujours un challenge pour nous, parce qu'il y a toujours plein de choses auxquelles on peut se raccrocher. Donc voilà, c'est un exemple d'une forme de créativité, tout ça. Peut-être juste pour renforcer un peu plus ce qu'on expliquait justement sur cette notion des relations, c'est vraiment d'essayer d'adopter un comportement qui est cohérent sur le long terme avec les relations qui sont autour de nous pour forger des relations justement qui sont solides. Et pour ça, il y a des règles qui sont à respecter, comme le fait que la confiance, ça se construit avec le temps. C'est des actions et la répétition d'attitudes, de comportements qu'on a qui vont renforcer ça. Il y a l'écoute active et le fait de valoriser les personnes qui sont autour de nous, parce que le but, c'est pas juste de dire « Ah bah tiens, je vais connecter avec telle personne parce que elle stimule ma créativité, puis c'est cool, puis voilà, ça n'ira pas plus loin. » Si tu connectes avec une personne, faut pas oublier que avec cette personne-là, tu es en train de faire une transaction avec la monnaie d'échange qui est probablement la plus chère qui ait jamais existé, c'est ton temps de vie. Ne fais pas perdre du temps de vie à une personne, et ne perds pas ton temps de vie non plus à faire des trucs qui servent à rien, qui font semblant, qui sont juste là pour te servir. Tu construiras rien de bénéfique. C'est un petit peu comme si tu mettais de l'argent sur ton compte en banque, sur ton compte d'épargne, et en fait, à chaque fois que tu gagnes un petit peu, tu retires tout. Ouais. Il se passera rien du tout. Tu vas rien gagner du tout. Au contraire, tu vas même perdre plus d'argent au final que de laisser et d'investir et de laisser sur le long terme les intérêts composés se faire. Et dans une relation, c'est pareil. Si dans une relation, tu prends juste et tu te barres après avec, en fait, tu as tout le potentiel de ce qui pourrait se passer derrière que tu n'auras jamais. Tu ne pourras pas continuer à bénéficier de ce que cette relation pouvait t'apporter parce que, en fait, tu as voulu saisir sur l'instant puis t'as pas voulu aller plus loin. Donc, rappelle-toi que la monnaie d'échange dans une relation, pour beaucoup, c'est le temps. Et le temps, c'est une des valeurs les plus importantes que tu as avec ta santé. Donc, le temps, tu le récupéreras pas. Il est passé, c'est fini, c'est terminé. Tu pourras plus le récupérer. Ta santé, ça dépend de la problématique, mais c'est pas toujours évident de pouvoir la récupérer et de revenir au point de départ. Donc, fais en sorte dans tes relations que ce soit des vraies relations, que ce soit des relations qui sont bâties sur la confiance, sur la connexion, sur la relation humaine. Et tout ça, ça va t'aider justement à développer ta créativité, développer l'innovation, parce que tu auras un réseau social qui sera important. Et par réseau social, on parle pas de X, Twitter, Facebook, LinkedIn. On parle d'un vrai réseau social. Un vrai réseau social connecté avec les gens. Avec ou sans outils de communication. Mais on est connecté avec les gens. Ouais. Totalement. Donc voilà, petit point, petits éléments que je trouvais important de remettre en avant dans tout ça. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, parce que tu parlais de comment avoir un impact durable et comment maximiser en fait notre impact, il y a l'importance d'une communauté qui est engagée, si on reste dans les relations. Parce que si tu as un entourage qui est inspirant, tu as un entourage qui stimule justement l'engagement, qui stimule le passage à l'action, qui stimule les prises de décision, ta créativité, elle va exploser. Si t'es avec des gens qui sont planqués, pépères, qui se disent non, moi je fais juste mon travail, je vais faire mes courses tous les jours à la même heure, je vais manger toujours la même chose, ta créativité risque d'être un petit peu en berne dans ce cas-là. Ouais. Et c'est très bien de fonctionner comme ça aussi. Je suis pas en train de dire oh là là, c'est pas bien les gens qui ont des routines qui sont trop strictes, mais tu t'enlèves quelque chose avec ce côté strict là. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à un truc qui m'avait marqué, et ça m'a marqué pas tant parce que je porte un jugement dessus, parce que finalement chacun fait comme il veut, mais ça m'avait vraiment surpris. Il y avait un couple de jeunes, je pense qu'ils devaient avoir 20, 22 ans, grand max. Ils étaient plus sérieux que ça, tu meurs, je pense. D'accord? Froid, les traits tirés, droits comme des i, hyper saccadés dans leurs gestes, hyper saccadés dans leur structure. Et je me souviens d'une réflexion parce que c'était en période de Noël.
et il y avait une musique de Noël qui passait dans le magasin à ce moment-là, quand je les ai croisés. Et en fait, ils ont évoqué rapidement tous les deux que les musiques de Noël, c'est les seules choses où ils acceptent de se lâcher un petit peu plus en public et puis de chantonner un petit peu. Sinon le reste, on fait pas. Et c'est vrai que si tu veux, moi ça m'avait choqué parce que je suis pas du genre non plus à courir de partout puis me faire remarquer. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas dans mon mode de fonctionnement. Si je passe tranquille inaperçu, je suis content aussi. Mais c'était ce côté rigidité mentale. T'as la vingtaine, t'as ce niveau de rigidité mentale là. Je sais pas ce qui va se passer quand la vie va t'amener justement des challenges, la vie va t'amener des épreuves, la vie va t'amener des choses qui vont t'obliger à sortir de ton cadre. Ça risque d'être fortement inconfortable. Déjà pour une personne qui est très créative, c'est inconfortable. Mais alors quand t'es strict comme ça, je pense que ça va être difficile. Ouais. Et du coup, voilà, c'est essayer de t'entourer, parce que si t'as des personnes autour de toi qui sont rigides, c'est ok, mais essaye de t'entourer aussi de personnes qui te font sortir du cadre, qui te font tester d'autres choses, qui te font voir les choses sous un angle différent. Et ça va t'aider grandement. Je me rappelle de cet exemple que tu avais donné là, en fait, cette personne-là qui avait beaucoup de mal et en fait, il y avait que pendant Noël où je sais que t'en avais parlé dans un podcast avec un peu plus de détails. Si tu veux plus de créativité, si tu veux développer ta créativité, il faut que tu sortes de la zone de confort. C'est inévitable. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu ne sors pas de ton petit cabinet là, en fait, tu vas pas pouvoir élargir tes perspectives et tu vas pas pouvoir être créatif. Ou au pire, ta créativité, elle va se cantonner dans ce que tu connais. Donc au final, tu vas rien innover en fait. Tu vas continuer de créer exactement la même chose. Je vais te donner un exemple, Julien. On parle de l'intelligence artificielle en ce moment. En fait, l'intelligence artificielle, elle a permis aujourd'hui de voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est-à-dire qu'il me semble que, je sais plus, il y avait des découvertes qui avaient été faites récemment avec l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'elle croise des données venant des 4 coins du monde. Elle croise des données venant d'un peu partout, tous les pays, toutes les cultures, des articles venant d'un peu partout. Et en fait, tout ça, ça a fait que elle a été capable de faire des liens dans des données que nous, on n'a pas. Tu sais, souvent, par exemple, les personnes qui sont dans la recherche, en fait, ils vont rester cantonnés dans leur domaine de discipline, mais ils vont peut-être pas regarder les autres domaines de discipline qui sont en lien, en fait, qui sont corrélés. Et du coup, ils restent bloqués. Il y a une frontière. Et vu que l'intelligence artificielle, elle fait ces liens-là, elle a été capable de dire, tiens, il y a dans tel domaine, on s'intéresse à ce sujet, mais dans d'autres domaines, on s'intéresse à ce sujet. Et hop, en liant tout ça, ça a été comme, regarde, en fait, peut-être qu'il y a une capacité, tu sais, on peut trouver peut-être un remède pour le cancer, ou j'en sais rien, tu sais, je donne cet exemple-là, parce que je me rappelle plus réellement de ces choses qu'elle avait trouvées, ou elle avait innové. En fait, mais à ce moment-là, elle va dire, regardez, en fait, si on croise tout ça, voilà ce qu'on pourrait trouver de nouveau, ce qu'on pourrait développer de nouveau. Et mais par contre, l'intelligence artificielle ne sera pas capable de trouver des idées qui sont en dehors de la connaissance qu'on lui a donnée. Quelque chose qui est en dehors de cette connaissance, il pourra pas chercher, il pourra pas trouver parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il sait pas ce qui est en dehors. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa campagne, qui n'a peut-être jamais vu un train. Cet exemple est vraiment pourri, mais je donne cet exemple, d'accord. mais imaginons la personne. C'est très bien. Tu peux être perdu dans un coin où t'as jamais vu passer un train de ta vie et t'en as jamais entendu parler, c'est ok. C'est ça. Si c'est le cas, en fait, tant que tu n'as pas vu un train, que ce soit à la télé ou ailleurs, tu sais pas que ça existe en fait. Et tu pourrais même pas imaginer que ça puisse exister. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que toi aujourd'hui, pour maximiser ton impact, construire un réseau inspirant va t'aider à stimuler ta créativité. Et ce réseau, il doit être divers et varié. Il faut pas qu'il y ait que des gens de ta discipline. Parce que des fois, je t'ai dit, tout à l'heure, je parlais des riches. C'était l'exemple que j'ai donné qui m'est venu à l'esprit. Mais je le vois aussi ici, parce que moi, j'habite dans des milieux universitaires, en fait, en tout cas, autour de grandes universités ici aux États-Unis. Des fois, je vois des psychiatres qui squattent qu'entre psychiatres, des docteurs qui restent qu'entre docteurs. Dès que tu vas leur parler, toi, t'es pas de leur milieu, en fait, ils se braquent. Ils parlent pas. Ils restent silencieux. Et plusieurs fois, Julien, des fois même, j'étais invité avec ma femme, tu sais,
certains dîners avec des gens de ces équipes, etc. Il y en a qui étaient super ouverts, on a discuté, on a sympathisé. Il y en a certains, la seule chose dont ils parlent, c'est leur domaine de discipline. Si tu ne viens pas de leur domaine, ils ne parlent pas avec toi. Voilà, ça va pas. C'est triste. C'est triste. Ouais, c'est triste, ouais. C'est vraiment triste. C'est triste parce que c'est ok d'avoir une expertise. Et c'est sûr que moi, demain, tu viens me parler de ce qu'il y a dans le moteur d'une voiture. Bon, ok, il y a quelques éléments, ok. C'est pas ma passion, c'est pas le truc qui me fait lever le matin de me dire, tiens, je vais aller foutre les doigts dans la mécanique de la voiture. Et je peux comprendre qu'on adore ça et je peux comprendre que ce soit un sujet passionnant, comme peut-être t'es passionné de foot ou t'es passionné d'autres choses. Bon, on partage pas tous les mêmes passions, puis c'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il y aurait pas de différence, ça serait pas drôle. Mais ça t'empêche pas de communiquer, ça t'empêche pas d'échanger. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est de dire, des fois, t'as quelqu'un qui va te parler d'un sujet sur lequel tu captes un beignet. Tu comprends rien du tout parce que c'est pas un truc que tu connais ou c'est pas un truc qui t'intéresse. Mais si tu prêtes un minimum d'attention, une vraie attention, ça va probablement te donner des idées. Ça va probablement te faire connecter avec des sujets où tu vas te dire, ah mais attends, c'est un peu comme ça, ah mais en fait ça voudrait dire, tiens, ça me fait penser qu'on pourrait faire ça comme ça. Et c'est grâce à ça, justement, que tu vas te nourrir. Et après, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal sous la main là, mais très certainement que les personnes qui vont avoir cette propension à rester dans leur propre communauté, on parlait tout à l'heure du communautarisme, et ça s'applique aussi dans ça, très certainement qu'ils auront pas les mêmes performances en termes de créativité dans leur métier, dans leur recherche, dans leur compréhension de leur sujet, que d'autres personnes qui vont connecter avec d'autres sujets, d'autres personnes, d'autres horizons, et qu'en fait ils s'appauvrissent en fait en étant si sectaires sur un seul sujet et rien d'autre, de pas laisser autre chose passer. C'est ça. C'est exactement ça. Donc vraiment, tu sais, je le redis, on l'a dit au début, je le redis encore une fois, mais parce que pour moi, c'est un point essentiel pour pouvoir construire ton réseau, pour pouvoir augmenter ta créativité. Garde ça à l'esprit. C'est que la créativité, effectivement, c'est un muscle, mais si tu veux la développer, il faut que tu te connectes à des choses que tu ne connais pas, qui sont différents, qui sont en dehors de ce que tu connais, de ton cercle, de ta boîte, de ta zone, peu importe. Il faut sortir de là. Et ça me fait penser, je fais un grand salut à Saher, tu vois, qu'on a interviewé, mais qu'on va peut-être réinterviewer dans la systémique du bonheur, mais plus dans le cadre du bonheur. Ouais, vraiment. Et Saher, en fait, il vient de la même ville que moi, Roubaix. Les Roubaisiens sont connus pour être très chauvins et ne pas sortir de leur ville. Ils font tout à Roubaix. Ils font leurs études à Roubaix, ils font leurs courses à Roubaix, ils restent à Roubaix avec des Roubaisiens. C'est bizarre, c'est une mentalité qui est comme ça. Et moi-même, je savais pas, en fait, tu sais, j'imaginais pas sortir un jour, même si j'en avais envie. Je n'imaginais pas sortir de Roubaix. Et j'ai fait toutes mes études à Roubaix. Et en fait, lui, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est démarqué de la majeure partie des gens qu'il connaît? C'est que lui, il voyage tout le temps. Ouais. Quand il voyage, ça lui amène des nouvelles idées. Il développe des nouvelles choses. Il fait des nouvelles choses avec les jeunes. Il leur propose des nouvelles choses. Et aujourd'hui, il les amène le plus possible à sortir justement de leur milieu pour se connecter à autre chose, pour voir autre chose à l'extérieur. Justement, l'une des clés de succès plutôt de sa réussite Saher, c'est justement cette capacité à se connecter à des choses différentes, à bouger, à sortir tout le temps. Dès qu'il a besoin de créativité, c'est ça Saher. Il sort. Il va dans les pays de l'Est. Il va en Amérique du Nord, Amérique du Sud, peu importe. Il voyage. Ouais. C'est après, bon, c'est un choix aussi de sa part. C'est une chance, quelque part aussi, de pouvoir faire ça. Même si, derrière le mot chance, tu mets beaucoup le mot choix et décision. Oui. Parce que c'est pas que de la chance non plus. Parce que quand tu voyages comme ça, que tu bouges comme ça, il y a plein de choses que tu fais pas de ce qu'une personne qui est posée à un endroit pourrait faire. Donc c'est aussi des choix. Et ça, effectivement, c'est un exemple concret de bouge, connecte, fais les choses différemment et va chercher plus loin. Et tu vois, regarde, on prend juste notre domaine à nous, Samir, sur lequel on travaille et sur lequel on enseigne. On pourrait s'en tenir à j'ai appris avec telle personne, j'ai suivi mon cours avec telle personne, puis je m'en tiens à ça parce que j'ai appris.
parce que je connais mon sujet, je pense que j'ai dû faire au moins une quinzaine d'enseignants de PNL différents. Et tout autant dans le domaine du coaching, dans le domaine de la thérapie. Je pense que je les compte plus, là. Il y en a qui m'ont apporté rien du tout, parce que c'était du copier-coller d'autres choses et objectivement, rien apporté. Il y en a d'autres qui ont apporté énormément, parce que une autre perspective, une autre façon d'enseigner, une autre façon de percevoir, une autre façon d'expliquer. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, nous, c'est de voir tout ce qui est modifié, tout ce qui est changé, tout ce qui est abordé sous des angles différents. Et après, on fait le tri. Il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on garde pas. Il y a des choses où on se dit « Ah, mais tiens, je pensais plus du tout à ça. » Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous d'être hyper à l'écoute de nos étudiants et de nos étudiantes par rapport à eux, leurs idées, par rapport à ce qu'ils comprennent, par rapport à ce qu'ils perçoivent. Parce qu'au lieu d'être en mode je t'enseigne, je te donne de l'information descendante, tu la gobes, tu la prends par cœur, puis tu vas appliquer le truc, ça va marcher. On prend beaucoup de feedback, on pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça s'est expliqué comme tu le voulais? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu verrais les choses différemment? Et que quand il y a des propositions, j'en ai encore eu tout à l'heure pendant le live justement, super proposition d'un élément qu'on va pouvoir développer, qu'on va rajouter dans le cours. Mais tout ça, justement, ça permet d'améliorer. Et je pense qu'on est à quoi? On est à la 6e itération du programme de formation. Ouais. Je pense qu'on doit être à la 6e itération. Ouais. Pas parce que le premier cours était pas bon. Il était très bien, le premier cours. Mais parce qu'en fait, on l'améliore, on le renforce, on l'enrichit, on le développe encore plus. Et puis, ceux qui ont fait le premier cours, ils sont contents parce qu'ils ont eu le droit à toutes les itérations et ils auront encore le droit aux suivantes, puisqu'à partir du moment où tu rentres à l'institut, tu as accès sans limite de temps, justement, à toutes les formations et à tous les cours qui sont en lien avec ton sujet, bien évidemment, et à toutes les mises à jour suivantes. Mais c'est ça aussi qui est important. Tu sais, on pourrait dire, on est assis sur notre connaissance, on est assis sur notre savoir, on est assis sur nos techniques, on vous donne ça, puis prenez et apprenez ce qu'on vous donne, puis on va pas chercher plus loin. Non, on va chercher plus loin. Et tous les ans, toi comme moi, Samir, on va se former, on va chercher plus d'infos, on va relire des choses, on va se remettre dans le bain sur certains éléments, on va refaire le lien avec d'autres informations. Combien de fois on a regardé des choses tous les deux, combien de fois on a discuté de sujets, et à un moment donné, on a allumé en mode « Mais attends, ça, on pourrait l'ajouter. Ça, on pourrait en parler, parce que ça, c'est un point qui est super important. Et tu vois, on pourrait connecter ça à ça. » Combien de fois ça nous arrive, justement, de faire ça? Depuis le début, là, qu'on travaille ensemble, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est cette ouverture qui va t'offrir le développement de cette capacité de créativité. Ouais, c'est ça va être vraiment important, en fait. En fait, ça vient de l'humilité, ça, Julien. Le fait, cette capacité à se remettre en question et à se dire, écoute, oui, je sais que je suis bon sur certaines choses et je suis et que je dois me développer sur d'autres, en fait. Et c'est sur ce chemin-là depuis combien de temps, Julien? Ça fait qu'on travaille ensemble? 4 ans? 5 ans? 5 ans, peut-être? Ça fait 5 ans, plus que 5 ans. Ça fait... Plus que 5 ans, ouais. Ok. Je crois que c'était en 2020, je pense, que j'ai commencé mon chemin avec toi en tant qu'étudiant. Et fin 2020, j'ai intégré l'institut. Fin 2019. Fin 2019. Non, fin 2019, je venais d'arriver aux États-Unis. Je t'ai connu en 2020, Julien. C'est en 2020? Pour sûr, ouais. Je venais juste d'arriver aux États-Unis. Ok. Ouais. Mais toi, t'avais commencé avant ce chemin. Ah oui, le chemin a été commencé depuis un bout déjà. Mais, à l'époque de Merlin déjà. C'est ça. L'époque de Merlin. T'as vu, je m'en sors bien, j'ai pas perdu tant de cheveux comme ça. Ça va encore, ouais. J'en perds, mais ça se tient sur quelques centaines d'années dans le buffet, là, franchement. On s'en sort bien. Ça va, ouais, clairement. Mais oui, tu vois, depuis en tout cas 2020, depuis qu'on se connaît, en fait, sans cesse sur le chemin, on s'est remis en question, on s'est réadapté, on s'est remis en question, même entre toi et moi, Julien, dans notre collaboration en tant qu'associé, en fait, on a eu cette capacité de se remettre en question, et c'est ce qui a fait que, tu sais, on n'a jamais eu de tension,
d'accord? Voilà, j'ai pas envie que ça Non, commence bah, demain, mais bah, y a pas de raison que ça commence, mais ouais, effectivement, c'est une clé aussi d'être, tu sais, de se remettre en question parce qu'on a ouais, tous les deux un point de vue, bah, qui est différent. Moi, c'est vrai que j'ai le côté plus expérience du terrain qui remonte à ouais, toi beaucoup ouais, plus loin que toi sur pas mal de points. Mais après, c'est aussi de dire, regarde, c'est pas parce que t'as X années d'expérience de plus dans un domaine que l'autre, en fait, peut pas apporter quelque chose. Et on essaye, comme tu dis, tous les deux, le plus possible, d'être dans cette humilité et de dire, ok, bah là, excuse-moi, là j'ai été con sur ce truc-là, ou j'aurais pas dû, ou là-dessus, bah je me suis planté, ou bah tiens, regarde, je peux peut-être changer ça, bah je me rends compte par ce que tu me dis ou ce que tu me partages, qu'il y a tel et tel point, bah je vais essayer de changer de ce truc-là. Et c'est arrivé, alors c'est pas arrivé souvent non plus, parce qu'on s'entend bien et qu'on est sur la même longueur d'onde, mais c'est arrivé quelques fois, justement, de hop, on va ajuster un petit peu la machine. ouais, Et du coup, bah c'est important, en fait, parce que si t'as pas ça, enfin, je veux dire, demain on ferme la porte et chacun part de son côté parce qu'on a envie d'être, d'avoir raison. Et c'est comme ça, c'est ça que ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bah non. c'est ça. C'est exactement ça. Donc On va voilà, essayer de pas être juste, des vieux cons avant l'heure, quoi. bah, j'espère quand même, Julien. J'espère. On a encore du chemin On à reste faire des en petits plus. cons le plus longtemps possible. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Peut-être avant d'aller sur les pratiques pour développer justement cet impact durable, Julien, Mhm. je vais ajouter juste un élément. En fait, depuis effectivement que je suis sur ce chemin de l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de côtoyer des gens différents, bah, comme Saher qui était de ma ville, mais comme Habib, comme Julien Perron et tout ça. Et en fait, Mhm. comme nos étudiants aussi, nos étudiants sont inspirants. Alors on a des étudiants, alors tous sont inspirants, Vraiment. d'accord, mais il y en a Mhm. certains, c'est quand même un petit coup de cœur. Voilà, je suis désolé, j'espère que tout le monde sera pas jaloux et qui ont vraiment des fois c'est dingue en fait comment ils nous inspirent. Moi j'ai des étoiles dans les yeux et en fait ils nous permettent justement comme ça de nous enrichir, de grandir. Donc vraiment de garder ça à l'esprit. Moi je passe un peu du coq à l'âne aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mhm. De en fait cette communauté ou ce réseau, ça va être ton espace de soutien. Et comment tu fais justement pour produire, plutôt pour développer un impact durable? Bah, la première chose à faire, ça va être de produire du contenu de qualité plutôt que de la quantité. Garde ça à l'esprit, qualité plutôt que quantité, parce qu'il y a des personnes qui vont Ouais. plus être dans la quantité, sauf que en fait à la fin cette quantité là c'est de la merde. Excuse-moi de te dire ça, d'accord, je préfère être direct, Mhm. mais quand en fait si tu te soucies plus de la quantité que de la qualité, tu vas finir par produire de la merde, parce que ta priorité c'est pas de donner un produit viable et bien Mhm. construit. Enfin je parle Ouais, de tout produit, à mais fait. en fait ta Oui, mais même un créativité est un service produit. ou peu importe. Mais Ouais, oui, complètement. ta créativité est Complètement. un produit. Donc, fais en sorte que ton message soit pertinent, que ce que tu proposes soit pertinent, bien formulé, et aussi, ben du coup, si c'est le cas, ça aura plus d'impact plutôt qu'un flot Mhm. d'informations superficielles. C'est plutôt que de balancer des informations comme ça en masse. Et Tout à d'ailleurs, fait. Julien, c'est ce qu'on essaye. En fait, je pense qu'on produit de la qualité, mais des fois aussi on se perd trop dans l'information, moi-même, hein, Mhm. d'accord. Et Mhm. des fois on essaye de restructurer cette info pour revenir à l'essentiel. Et ça aussi, ça a fait partie de notre cheminement sur ces 5 ans. Oui, De complètement. punaise, ok, on veut donner beaucoup de choses, on veut donner de la qualité, mais peut-être qu'on donne trop d'infos. Bah, peut-être qu'on doit, tu sais, rester sur Mhm. l'essentiel. Et après, sur d'autres choses, Oui, on c'est ça, on se produira. recentre, hein. Ouais, 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 complètement. On se c'est ça. recentre et puis on élague, on supprime, on teste des C'est choses, ça, bien on est évidemment, lag. parce que Ouais. c'est ça qui est chouette aussi de pouvoir tester plein de choses. Et on teste et ce qui fonctionne, bah c'est bien. Ce qui fonctionne pas, on le met de côté. Alors c'est pas toujours compris par certaines personnes dans le Mm, process. Puis c'est normal c'est correct. parce que bah on n'est Après, pas c'est tous du compris même souvent. côté de peut-être la barrière. Il y a ceux qui Ouais. sont d'un côté entrepreneurial qui peuvent peut-être plus facilement comprendre la démarche, les ajustements qui sont mis en place, Mm. et ceux qui sont plus du côté client pur et dur, mais qui n'ont pas de vue ou de compréhension du côté entrepreneurial. Finalement, c'est ah bah oui, mais il y avait ça, puis du coup maintenant il y a plus, mais pourquoi vous l'avez enlevé? Mais bah, si on l'a enlevé, c'est parce que ça apporte peut-être pas la valeur qu'on voudrait, parce que ça finalement le format c'est pas celui qui aura le plus d'impact, ça répond pas totalement à notre mission. Donc, tu sais, c'est aussi de voir que bah, c'est dans tous ces changements
que oui, ça peut des fois chambouler, de dire ok, là on fait un gros changement parce que c'est important de faire ce changement là, et derrière ça développe la créativité de faire de la place. C'est ça que je veux dire, c'est que des fois de faire du tri et de faire du ménage et de te débarrasser de choses, ça te réveille ta créativité, ça te permet de faire respirer à nouveau, d'aérer, de faire respirer, de faire bouger les choses. Donc c'est quand même un point, je pense, qui est important, ça aussi. Ouais, vraiment, c'est hyper important. Peut-être le deuxième point avant de clôturer ce podcast, justement pour développer un impact durable, c'est de structurer une communauté autour de valeurs fortes. Les valeurs, ça va être quelque chose d'important, d'accord ? Ces valeurs-là, ça va te permettre d'avoir une identité qui va être claire, d'avoir des principes aussi qui pourraient être partagés parce que tu les connais, ces valeurs fortes aussi, d'accord ? Pour attirer les bonnes personnes et faciliter cet échange qui va être enrichissant. Et dans ce que je dis par rapport aux valeurs, tout à l'heure je disais c'est bien de se confronter à des personnes différentes. En fait, ça veut pas dire que tu ne vas pas ouvrir ton spectre, mais que ces valeurs-là, tu vois, vont fédérer en fait ce réseau que tu vas créer ou cette communauté que tu vas créer, même s'ils proviennent de divers environs. Ouais, tout à fait. Ouais. Complètement. C'est ça, c'est les points qu'on a quand même, je pense, pas mal évoqués tout à l'heure. J'imagine. Ouais, ok. Si jamais il y a des éléments qui sont pas clairs. Je radote. Non, parce que tu redonnes de la précision quand même sur, des clés qui vont permettre de progresser sur cette notion de créativité, de la développer, cette créativité, développer ce fameux potentiel. Donc, si jamais il y a des éléments qui mériteraient pour toi qu'on aille plus loin, qu'on te donne plus de précision, hésite vraiment pas à nous le laisser savoir en commentaire de ce podcast. Ça nous fera plaisir, justement, de pouvoir te répondre. Et peut-être ici, s'il fallait faire un résumé rapide de tout ce qui a été dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses. La première chose, c'est de comprendre que la créativité, c'est une capacité à relier les idées entre elles, que tu as plein de stratégies pour justement stimuler cette créativité et qu'il faut le voir comme un muscle, d'accord ? Et que pour que ce muscle se renforce, il faut que tu passes par la mise en échec de ce muscle, un peu comme à la salle quand tu vas soulever de la fonte, c'est pareil. Tant que t'as pas mis en échec le muscle, il peut pas se renforcer, il peut pas se développer. Le point suivant, c'est que tu dois renforcer ta force mentale pour exploiter pleinement ton potentiel. Et là, c'est de la persévérance face à l'incertitude. C'est de te rappeler que quand t'as l'impression que t'es arrivé au bout du truc, t'as fait que 40%, et il te reste 60% d'énergie disponible derrière pour pousser plus loin. Que même si le process de créativité te semble douloureux, tu continues, tu lâches pas, t'avances, tu fais attention à ton discours intérieur, tu fais attention à ce que tu te dis, tu fais en sorte de t'entourer des bonnes personnes, tu crées un réseau social solide, sain, positif qui te soutient, et tu t'entoures de personnes de différents horizons pour augmenter tes perspectives, avoir un plus large panel d'idées, de pensées, de perceptions, de croyances, de tout ce que tu veux, pour que tu puisses connecter encore plus d'informations entre elles. Et puis, pour maximiser ton impact, tu utilises cet entourage-là pour créer, pour fédérer, pour connecter, et tu vas donner de la place à tout ça. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments qu'on a abordés. Je te le fais en très rapide ici, pour que tu aies un mini résumé de tout ce qu'on a pu dire pendant ce podcast, et sans parler de tous les à côté qu'on a rajoutés comme d'habitude. Mais voilà, tu as tous ces éléments-là qui sont entre tes mains, et tu peux aujourd'hui concrètement progresser sur ce sujet, et on espère en tout cas avec Samir qu'avec les informations qu'on t'a partagées aujourd'hui à travers cet épisode, t'y vois un peu plus clair sur la notion de créativité et ce que tu auras envie d'en faire pour la suite. Ouais. Donc Samir, maintenant qu'on est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qui reste à faire ? C'est quoi le truc qui reste à faire, le mandatory, l'obligatoire après avoir écouté ce podcast ? Tu vas faire un truc qui est très simple, qui va te prendre quelques secondes, pas plus. C'est que tu vas liker, d'accord ? Si tu es sur YouTube, tu nous regardes sur YouTube, tu likes, tu commentes et tu partages ce podcast. Si tu nous écoutes plus sur une plateforme de podcast, en fait, tu nous laisses nos 5 étoiles, peut-être un petit commentaire si tu en as envie.
te recommande même de le faire. D'accord? Et aussi, en fait, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, fais-le parce que il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. La semaine prochaine, on a déjà planifié l'événement, Julien. On va amener du changement dans ce podcast-là. Et est-ce qu'on dit, Julien? Les gens le savent maintenant. Ben oui, je pense qu'on peut le dire. Allez, en fait, ce qu'on a décidé avec Samir, c'est de t'offrir une version live du podcast. Ouais. Donc, on va surveiller le temps. Priorité. Ouais. C'est ça, en priorité. Fait que tu vas avoir l'expérience du podcast de la Systémique du Bonheur en direct. Donc, sans les coupures, sans le montage, sans tout ça. Avec les bafouillages, la totale, quoi. C'est ça, les blagues pourries. Les folles, arrête de faire des conneries. Raven! Arrête d'aboyer. Donc, tu vas avoir le droit à toute l'expérience. Donc, ça va être, je pense que ça va être cool. Et en tout cas, on espère que ça va te plaire. Et puis, il y aura toujours la version épurée et nettoyée qui sera, elle, produite sur les plateformes de podcast. Donc, il sera renvoyé, du coup, le lundi, puisque tu sais que c'est le lundi que sort, justement, notre épisode. Donc, en fait, la semaine d'avant, tu auras la possibilité de nous suivre en direct sur YouTube. Et le lundi d'après, il y aura la version audio bien propre, bien nettoyée, bien découpée pour que tu puisses avoir aussi la version habituelle justement de ce podcast. Et on sera ravis de te retrouver en direct justement sur les plateformes où ça va être diffusé. Donc sache que ça va être diffusé sur YouTube et ça va être diffusé sur LinkedIn. Donc c'est les deux plateformes sur lesquelles ça va être diffusé. Et il y a également nos abonnés de Substack qui vont pouvoir le suivre aussi depuis Substack via la fenêtre de YouTube de toute façon qui sera présente à ce moment-là. Le temps pour nous qu'on se familiarise aussi avec la diffusion en direct sur Substack qui est possible et qu'on va mettre en place peut-être pour le premier épisode en live, si on y arrive. Sinon, ça sera sur un des épisodes suivants. C'est juste une question de technique. On doit voir un petit peu comment ça fonctionne et comment on s'organise pour faire tout ça. Pour nous, notre challenge, Julien, ça va être de faire attention de pas se perdre dans les commentaires comme on le faisait dans des lives, parce que c'est un podcast. Donc du coup, l'objectif, c'est pas non plus aussi d'interagir. En fait, on a besoin de cette interaction. Effectivement, de voir un petit peu ce que vous pensez, ce que ce podcast t'apporte, mais en même temps, on va devoir faire attention, moi et Julien, justement, de pas trop tomber dans l'interaction, de répondre vraiment à chaque commentaire, etc. Parce que sinon, en fait, sur la partie finale du podcast, ça va être un peu plus compliqué. Mais aussi, il y aura d'autres lives de toute façon qui vont arriver prochainement, qui seront en dehors de la Systémique du Bonheur. Pour ça, pour les interactions en direct, etc. Plein de belles choses vraiment qui sont en route. Et ça, c'est une des belles choses qui sont en route où tu vas pouvoir connecter. Donc, on est très content de pouvoir te l'annoncer aujourd'hui officiellement que la semaine prochaine, donc toi, tu vas entendre au plus tôt cet épisode lundi. Et du coup, 2 jours plus tard, tu auras le prochain épisode en version live. Ouais, exactement. Cool. C'est ça. Ça va être cool. C'est top. Bon, écoute, Julien, moi, je vais inviter nos auditeurs à croire au maximum en leur potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et moi, je vais inviter nos auditrices à croire en maximum. Merci. Je te taquine, parce que de toute façon, tu sais bien, toi qui nous écoutes, que quand on utilise un terme, c'est pour tout le monde. On inclut tout le monde, bien évidemment. Ouais. On fait pas de distinction. On parle à l'humain. Il y a que Guylaine qui comprend pas. C'est pas grave. C'est pour rire, hein, Guylaine, c'est pour rire. Ça fait un moment que je lui ai pas parlé, donc. Elle le sait très bien, de toute façon. Oui, je sais. Donc, en tout cas, que tu sois il ou elle qui nous écoute à cet instant, n'oublie pas que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit au prochain épisode.